Cette année 2017 est celle du 5e centenaire de la Réforme, 500 ans de protestantisme, comme va nous le raconter aujourd'hui Franck Ferrand. Bonjour Franck. Bonjour Anissa, bonjour à tous. En effet, 500 ans se sont écoulés depuis que le 31 octobre 1517, un certain Martin Luther a affiché ses 95 thèses sur la porte de l'église de Wittenberg. C'est là que je vais vous emmener dans un instant pour vous raconter cet épisode extraordinaire. Et dans la foulée, nous parlerons de Luther, de son rôle historique avec le professeur Schex, ancien directeur du Centre de la Renaissance. Et nous suivrons aussi Clémentine Portier-Kaltenbach jusqu'à Wittenberg. Mais oui, Clémentine n'est jamais loin quand il est question de Luther et des luthériens. J'ai hâte de l'entendre nous décrire ces lieux d'où est parti l'un des plus fascinants mouvements de pensée des temps modernes. Faisons, si vous le voulez, un saut dans le temps, ou un petit bond d'un demi-siècle. Nous sommes donc le 31 octobre 1517. Il faut peut-être d'abord que je vous situe les choses. Nous sommes dans une Europe marquée par énormément de conflits. 1517, le début du règne de François Ier, bientôt l'élection sur le trône du Saint-Empire romain germanique, des guerres bien sûr, des épidémies, etc. Dans un monde difficile, disons les choses, et voilà que le plus somptueux, le plus éclatant symbole du pouvoir de la chrétienté est en train de voir le jour, à Rome bien sûr, au Vatican. Il s'agit, vous l'aurez compris, de la basilique Saint-Pierre. Le pape Léon X, qui est le 3e souverain pontife à s'occuper de ces gigantesques chantiers, a confié la conclusion de ses travaux pharaoniques au peintre de génie Raphaël. Il tient à ce que sa basilique soit achevée, et je cite le pape lui-même, avec toute la magnificence possible. Et ça coûte énormément d'argent, tout cela bien entendu. Comment financer un tel projet qui est dans une démesure extraordinaire ? Léon X, comme son prédécesseur Jules II, a recours à un moyen qu'on connaît depuis des siècles maintenant, les fameuses indulgences. Dans cette Europe du XVIe siècle où la religion régit littéralement la vie des personnes, on est dans la crainte permanente de l'enfer et même du purgatoire, et dans l'espoir, si possible, de gagner son salut. Or, justement, l'Église a trouvé un moyen. Elle propose aux fidèles l'absolution des péchés et des dispenses de purgatoire contre des espèces sonnantes et trébuchantes. Ce sont les fameuses indulgences. Des prêtres en mission vendent ces indulgences sous forme de certificats à travers toute l'Europe. Alors vous avez à chaque fois le beau cachet du pape. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de voir ces documents, ces indulgences. C'est assez spectaculaire. Il se trouve que l'un des prêtres en question, il s'appelle Johann Tetzel, il est allemand, il est devenu un véritable expert dans ce drôle de commerce, et à Wittenberg, on le voit dépeindre avec un zèle tout particulièrement ardent les tourments de l'enfer, les difficultés du purgatoire. Il exalte les valeurs des indulgences devant une foule de fidèles crédules qui se pressent bien sûr pour acheter ce qu'on pourrait d'une certaine manière appeler des tickets pour le paradis, si vous voulez. Ni besoin de se repentir ou de se confesser. Je cite l'orateur, « Il suffit que l'argent teinte dans le tronc pour que les âmes instantanément sortent du feu qui les tourmente. » C'est formidable cette histoire. L'éloquent émissaire de la papauté, qui est en quelque sorte un véritable précurseur du business, a même inventé une formule publicitaire irrésistible. « Sitôt que sonne votre bol, du feu brûlant, l'âme s'envole. » Tout va bien. Alors, je vous parle de cet aspect, ces indulgences, ce commerce extravagant, mais il faudrait donner un grand nombre d'exemples de tous les abus d'une église installée depuis maintenant tant de siècles et qui est devenue, au-delà de l'autorité spirituelle essentielle qu'elle représente à l'époque, qui est devenue un véritable pouvoir temporel. Or, donc, en cette année 1517, un jeune moine rebelle, il s'appelle Martin Luther, se révolte contre un certain nombre de dérives de cette piété de son temps, contre le commerce des âmes, comme il le dit. Il s'élève avec fracas contre l'autorité de l'Église. Le 31 octobre, ce n'est pas une date neutre, évidemment c'est la veille de la Toussaint. Nous sommes dans cette petite ville allemande de Wittenberg dont je vous parlais. Ce jeune moine Augustin va avoir le toupet, si j'ose dire, de placarder sur la porte de l'église du château de Wittenberg, de placarder plusieurs pages qui ont été rédigées de sa main. Ce sont les fameuses 95 thèses sur lesquelles nous aurons tout à l'heure l'occasion de revenir, bien sûr. Et ce jour-là, voilà ce que lisent les habitants de Wittenberg. Je cite,
Si le pape voyait les trafiquants d'indulgence, il préférerait que la basilique Saint-Pierre soit réduite en cendres plutôt que de la voir édifiée avec la chair, la peau et les os de ses brebis. Pourquoi le pape, dont aujourd'hui les richesses pèsent plus que celles des Crassus les plus opulents, pourquoi le pape ne construit-il pas la seule basilique de Saint-Pierre avec ses propres deniers plutôt qu'avec ceux de ses pauvres fidèles? Oh là là. Vous imaginez un peu, oui, non mais c'est d'une audace, d'une effronterie, d'une insolence, disons-le, absolument inouïe pour l'époque. On peut dire que le pape et donc l'Église sont directement défiés. Et pour comprendre l'importance du geste de Luther, il faut peut-être que je revienne 5 minutes sur son parcours. Qui est-il, ce jeune homme qui a ainsi le culot de s'attaquer à l'autorité suprême? C'est un homme que Roger-Paul Droit nous décrit de la manière suivante. Il a une âme de feu. Il est imprévisible, déconcertant, capable d'excès et de paradoxes, grossier et savant, érudit et homme du peuple, emporté et obstiné. Il est humble et d'un orgueil sans borne, ignorant la tiédeur, il a fait du combat son attitude permanente. Un nœud de contradiction, ce Luther, qui en réalité est né Martin Luder, c'est son vrai nom, le 10 novembre 1483 à Eisleben, qui est une petite ville à l'est de Wittenberg. Ce n'est que plus tard qu'il va donc devenir Luther en allemand, d'après le mot grec Eleutheria. Eleutheria, c'est la liberté. Il est en quelque sorte l'homme qui libère. Sa famille était modeste, son père était un mineur d'ascendance paysanne. Hans Luther, le père de Martin, nous dit Bernard Cotteret, qui était notre invité hier, est un de ces hommes rudes, intensément attachés à la promotion sociale de sa famille. Lui-même, au départ simple mineur, est devenu maître fondeur à Mansfeld. Il rêve pour son fils d'un destin et d'études qui pourraient l'élever jusqu'à une carrière juridique et qui sait alors entrer au service des comtes. Et oui, c'est ça l'ambition à l'époque. Le jeune Martin Luther étudie donc d'abord à Mansfeld, où il est plongé dans un univers religieux. Il apprend le latin, bien entendu, il s'initie au chant religieux. Et puis après un passage à Eisenach, où nous irons tout à l'heure, il est donc bachelier en 1502. Il commence des études de droit dans la grande université humaniste d'Erfurt. Ça, c'est conforme au désir de son père. Il se destine à une carrière de juriste. Alors, à quoi est-ce qu'il ressemble? On a des portraits de Cranach qui le montreront plus tard sobre, sérieux, empreint de cette espèce de spiritualité. Effectivement, c'est une expérience mystique qui a littéralement changé sa vie. C'est alors qu'intervint un revirement, nous raconte encore Bernard Cotteret. Le mercredi 2 juillet 1505, Martin Luther s'en retournait à Erfurt après avoir passé quelques jours à Mansfeld auprès de ses parents. Un violent orage d'été s'abattit. Un chêne fut foudroyé à ses côtés. Luther, terrorisé, émit un vœu. Il prit Sainte Anne à témoin que s'il en réchappait, il se ferait moine. Ce qu'il fit. Sainte Anne exauça-t-elle sa prière? En tout cas, le 17 juillet 1505, voici Martin qui toque à la porte du couvent des Augustins d'Erfurt. Il va faire un excellent moine, il sera prêtre en 1507. En 1510 ou 11 ou 12, ça dépend des historiens, il effectue un voyage à Rome en compagnie d'un frère augustin. Comment Luther réagit face à la ville éternelle, nous demande Bernard Cotteret. Éprouva-t-il déjà un quelconque sentiment de révolte lorsqu'il se retrouve confronté à l'ostentation et à la pompe pontificale? En bref, y a-t-il déjà du réformateur chez Luther avant la réforme? Il est difficile de le prétendre. Luther se serait exclamé en découvrant la cité « Sois saluée, sainte Rome, oui, vraiment sainte, par les saints martyrs dont le sang ruisse. » Saint Matthieu de Bach sur Europe 1. Alors cet après-midi, Franck Ferrand, vous nous racontez la vie de Martin Luther, le père de la réforme protestante. Alors avant de savoir comment celui qui ose affronter le pape va réussir à mener cette réforme, j'ai quand même une question sur cette époque-là de l'histoire. Est-ce qu'avant Martin Luther, il y a eu des précurseurs qui, comme lui, se sont opposés à l'Église catholique? Oh là là, oui, il y en a eu énormément. On ne pourrait même pas tous les citer dans le cadre d'une émission comme celle-ci. Luther n'est pas du tout le premier à s'opposer aux abus de l'Église. Il y a eu, par exemple, alors je cite quelques exemples, le Tchèque Jan Hus, par exemple, qui voulait favoriser la lecture personnelle des textes saints, qui trouvait que l'Église était complètement corrompue, qu'elle faisait écran. Et il a été brûlé, bien entendu, en juillet 1415. Je dis bien entendu parce que la plupart de ceux qui ont voulu se dresser contre l'Église ont été martyrisés, brûlés, etc. Alors on pourrait citer d'autres
d'autres précurseurs. Je vous parlais des Vaudois l'autre jour, pensons à Pierre Valdo, bien sûr, à John Wycliffe, même d'une certaine manière et sous certaines réserves à Bernard de Clairvaux. Il se trouve peut-être qu'ils sont arrivés trop tôt. Ce qui se passe avec Luther, c'est qu'il est là au bon moment d'une certaine manière. Il est dans cette Allemagne, c'est très important cette dimension politique de l'affaire, dans cette Allemagne où les paysans de plus en plus pauvres sont au bord de la révolte et dont les princes cherchent à s'appuyer sur de nouvelles convictions. Il est surtout à l'époque de l'invention de l'imprimerie. Je pense que ça explique bien des choses. Nous allons avoir l'occasion d'y revenir tout à l'heure, bien sûr. Alors au fil des mois, on voit Luther qui est rentré un peu avec une forme de mal-être de Rome et qui n'arrive pas à trouver, à épancher sa foi, sa soif de pureté dans les différentes, dans les écritures telles qu'elles lui sont présentées, dans la liturgie telle qu'il est censé s'en occuper. Luther va aiguiser sa pensée, il trouve une réponse cohérente à ses angoisses, il ne conçoit plus comme ses contemporains qu'on soit d'abord pécheur pour devenir juste, il considère qu'on est à la fois les deux, juste et pécheur, en même temps. Et par ailleurs, selon lui, le croyant n'a pas besoin de mériter l'amour de Dieu et le salut, puisque Dieu fait grâce à tous ceux qui possèdent la foi. Vous imaginez d'un seul coup l'espèce de libération que ça représente, et l'eutéria, nous y revoilà. La liberté. Mais bien sûr, on peut dire de Luther que d'un seul coup, il est plus libre de critiquer l'hypocrisie de certains dogmes, la cupidité de certains prêtres. Et grâce à l'imprimerie, les 95 articles là dont je vous parlais qui ont été placardés à Wittenberg, vous savez, vont se répandre parce qu'ils sont très vite imprimés. Ça fait comme une traînée de poudre à travers toute l'Allemagne. On va trouver des milliers de copies, puis des dizaines, même un jour des centaines de milliers qui vont se diffuser dans toute l'Europe. Inutile de vous dire qu'au Saint-Siège, on ne reste pas les bras croisés. L'Église ne va pas rester sans réagir. La réaction est foudroyante. Les écrits de Luther sont brûlés, on organise de grands autodafés à Louvain, à Cologne, à Mayence. Le pape, furieux de l'effronterie de ce jeune moine, lui ordonne de se rétracter, de revenir à la raison. Il lui envoie carrément une bulle papale, une bulle d'un décret pontifical scellé de son nom. Elle s'appelle Exsurge Domine, cette fameuse bulle. Et le pape assure à Luther que son âme ira brûler en enfer. Mais le 10 décembre 1520, on est toujours à Wittenberg, Luther dresse à son tour un bûcher. Vous imaginez la palpitation dans toutes les poitrines qui sont là autour, qui l'observent. Il brandit la bulle papale et il va jeter au feu le décret du pape. Que d'affront. Alors pour nous, ça paraît déjà incroyable, mais imaginez ce que ça représente à l'époque. Celui qui a écrit cette bulle, dit donc Luther, je le tiens pour l'antéchrist. Je la maudis, cette bulle, comme une insulte et un blasphème contre le Fils de Dieu. Bulle, fille d'une bulle de savon, mais dis donc ignorantissime antéchrist, tu es donc bien bête pour croire que l'humanité va se laisser effrayer. Si le pape a écrit cette bulle, je le proclame l'antéchrist venu pour bouleverser le monde. Non mais c'est fou. Le 3 janvier 1521, le pontife lui adresse la sentence inévitable, évidemment, l'excommunication. Pour l'Église, Luther est considéré non seulement comme hérétique, mais comme un dangereux hérétique. Et cette même année 1521, il est convoqué carrément par le nouvel empereur, Charles Quint, qui vient d'être élu. Il est convoqué à Worms devant la diète impériale. C'est très important. Il s'agit pour Luther de comparaître devant Charles Quint. Il est sommé de désavouer ses écrits. Seulement, il refuse. Ma conscience est captive dans les paroles de Dieu, dit-il. Révoquer quoi que ce soit, je ne puis, je ne le veux, car agir contre sa conscience, ce n'est ni sans danger, ni honnête. Je ne puis faire autrement. Alors la colère de Charles Quint s'abat évidemment sur cet homme tellement opiniâtre. Je mettrai tout en œuvre contre Luther, dit l'empereur, mes royaumes, mes seigneuries, mes amis, mon corps, mon sang, mon âme. Et le 26 mai 1541, Luther est mis au banc de l'Empire par le fameux édit de Worms que connaissent bien les étudiants en histoire de la Renaissance. Alors, il faut dire que la résistance du moine contenait en germe des conséquences incalculables, nous dit Cotret. Comment l'Église universelle aurait-elle pu errer si longtemps ? Pouvait-on avoir raison seul contre tous ? Cela paraissait inadmissible à Charles Quint.
Voilà la conclusion que l'on peut tirer des propos de Luther. L'Église s'est trompée. L'Église a pu se tromper pendant un bon millénaire et il se pourrait qu'elle se trompe encore. L'empereur fait interdire à quiconque de protéger Luther ou de l'héberger. Et pourtant, malgré toutes les tentatives de le réduire au silence et de l'amener à se rétracter, les idées de Luther restent absolument intangibles. Ces idées se diffusent inexorablement. Elles s'apprêtent à bouleverser toute une partie de l'Europe, à commencer par l'Allemagne, bien entendu. Ça commence à faire vaciller l'Église et comme une tempête, ça pourrait bien faire chavirer l'Europe entière. Nous sommes au cœur de l'histoire de Martin Luther, cet homme qui se révolta il y a 500 ans contre l'Église et qui s'est surtout apprêté à faire chavirer l'Europe. C'est ce qui va se passer puisqu'il a rencontré l'empereur Charles Quint. Les conséquences historiques sont quasiment sans précédent. Vous savez que l'empereur du Saint-Empire romain, donc évidemment Charles Quint, le pape, tout le monde s'acharne à le faire taire, ce dangereux hérétique, mais sa voix prend constamment plus d'importance. Dans les 3 ans qui suivent les 95 articles, on estime à 300 000 exemplaires le total atteint par les différents écrits de Luther, nous dit Bernard Cotteret. Si l'on pense que la population des lisants écrivants n'excédait pas les 400 000, soit moins de 3% des 16 millions d'habitants de l'Allemagne à l'époque, ça donne une idée du rayonnement considérable de l'écrivain. C'est-à-dire qu'en gros, et pour simplifier un peu, si vous savez lire, vous avez forcément lu un des écrits de Luther à cette époque. C'est quand même très considérable. Et de plus en plus de princes, ça c'est très important, les princes vont rejoindre le camp de Luther. Ce ne sont pas seulement les petits paysans qui se laissent convaincre. Parmi ces princes, Frédéric de Saxe, qu'on appelle Frédéric III, dit le sage, ce dernier qui a toujours eu beaucoup de sympathie pour le moine rebelle, va le prendre sous son aile et le mettre à l'abri dans son château de la Wartburg, à côté d'Eisenach. Luther prend un pseudonyme, Chevalier Georges. Il est caché dans le château de Frédéric le Sage et il entame une grande œuvre qui va être l'œuvre de sa vie d'une certaine manière, qui est sa traduction de la Bible, avec pour objectif que chacun puisse accéder au texte sacré, puisse se l'approprier. La réforme, ce qu'on appellera la réforme protestante, est en marche. Elle va se répandre donc, dans un premier temps à travers l'Allemagne. Dans une lettre de mai 1521, Luther écrit « Le pape engagera la lutte contre tous ceux qui pensent comme moi. L'Allemagne ne sera pas sans connaître des troubles. Et plus vite il fera cette tentative, plus vite il sera ruiné en même temps que les siens, et moi, je reviendrai. » C'est franchement assez extraordinaire, cette histoire. C'est plus que de la détermination. Comment cet homme, ce pot de terre, si je puis dire, ose-t-il ainsi se mesurer au plus gigantesque des pots de fer de tous les temps ? Luther, néanmoins, va voir le temps lui donner raison. Et quelques années plus tard, l'Allemagne connaît de grandes révoltes. Alors ça, ce sont des révoltes paysannes, justement. L'Europe, de son côté, s'apprête à se déchirer parce qu'un certain nombre de princes ayant pris parti pour Luther et pour ses idées, eh bien, ce sont de véritables guerres. C'est une déchirure entre protestants et catholiques. Le rebelle qui a combattu le pape a provoqué un bouleversement titanesque. C'est de saison, si je puis dire hélas, une tempête qui, nous dit Roger-Paul Droit, se répercute bien au-delà des églises et des temples, ébranle la philosophie, l'économie, la politique, la morale. Ce que Luther a ébranlé est considérable. Bonjour Gérald Schex, merci beaucoup d'être avec nous pour parler de ce personnage de Luther. Est-ce que je n'en ai pas trop fait, si je puis dire, dans ce récit ? Est-ce que vraiment l'œuvre de Luther a bouleversé l'Europe de son temps ? Incontestablement. Et en même temps, si vous voulez, c'est ça qui est difficile, tout n'est pas le 31 octobre 1517. La réformation, comme disent les Allemands, c'est un processus. Luther lui-même n'abandonne son froc d'Augustin qu'en octobre 1524. La grande rupture pour lui, c'est son mariage en 1525. Eh oui. Donc, on voit qu'il faut du temps pour que le processus s'amplifie, change de nature et aboutisse à une véritable rupture. Et en même temps, c'est vrai que le 31 octobre 1517, c'est un changement, vous l'avez évoqué. C'est le point de départ. C'est le point de départ, c'est le moment où Luther se sent libre. Et le Theria, Luther, l'homme libre face à un pouvoir
qui s'était installé dans toute l'Europe, dans toute la chrétienté depuis des siècles et des siècles, depuis plus d'un millénaire. Ça paraît difficile à imaginer quand même, cette histoire. Alors il va se sentir libre sur de multiples terrains, libre comme universitaire. Et il ne faut pas oublier que les thèses, c'est d'abord une pratique universitaire. On publie des thèses pour en discuter avec d'autres collègues. Et il n'est pas le premier. À Wittenberg, c'est une jeune université, Wittenberg, il n'est pas le premier à vouloir, si j'ose dire, faire mousser son université et montrer que à la faculté de théologie de Wittenberg, on pratique une théologie nouvelle, moderne. Là, il y a une part de fierté, voire d'orgueil. Tout à fait, tout à fait. Et en particulier par rapport à l'université d'Erfurt, où il a fait ses études, ou à l'université de Leipzig, voisine, où les thèses de Luther vont être rééditées une quinzaine de jours après l'édition du 31 octobre 1517 à Wittenberg. Donc il se libère comme universitaire, il se libère, vous l'avez rappelé, par rapport au prince électeur, grand collectionneur de reliques que l'on met... Oui, parce que moi j'ai parlé des indulgences, j'ai pas parlé des reliques, mais ça fait partie des abus également. Tout à fait. Et à la Toussaint, à Wittenberg, on expose la collection de reliques du prince électeur. Et donc, il y a de la part de Martin Luther la volonté de se libérer par rapport à cela. Et puis, il y aura bien sûr la libération par rapport à la papauté. Et oui, et ça c'est celle qui évidemment est la plus décisive. Nous y revenons dans un instant et puis nous allons essayer surtout de comprendre dans quel contexte tout ça est né, dans quelles circonstances Luther a puisé la force de s'opposer comme ça, tout seul, à cet immense pouvoir religieux. Voilà un extrait de ce qu'a composé Luther, car effectivement, et vous êtes très nombreux à réagir sur les réseaux sociaux. Les paroles, oui, les paroles, bien sûr. Bach, bien sûr. Alors, c'est Bertrand sur Facebook qui nous dit « N'oublions pas que Luther était aussi compositeur ». Sur des grandes musiques et des chefs-d'œuvre de nombreux compositeurs comme Bach, là que l'on vient d'entendre, ou encore Liszt ou Mendelssohn. Merci pour vos messages. Vous êtes très nombreux à réagir aujourd'hui à cette émission consacrée à Martin Luther et sur la page Facebook Au cœur de l'histoire et sur Twitter avec le hashtag ACDH. De nombreuses questions qui sont posées à notre invité aujourd'hui, Franck Ferrand, Gérald Deschêx, qui est professeur émérite à l'Université de Tours et ancien directeur du Centre de la Renaissance. Et de nombreuses questions qui vont dans le même sens, et c'est vrai que je ne l'ai pas expliqué, moi, alors vous allez le faire. C'est votre rôle, Gérald Deschêx, dans cette émission. Pourquoi n'a-t-on pas arrêté Luther et pourquoi ne l'a-t-on pas tué? Parce que c'est ce qui est arrivé à tous ses prédécesseurs. Le Saint-Empire est un organisme complexe et l'empereur Charles Quint n'est pas une sorte de monarque absolu. Il est élu par les princes électeurs parmi les princes électeurs, il y a Frédéric le Sage, qui est le prince territorial dont dépend Martin Luther. Et vous l'avez rappelé, immédiatement après la diète de Worms, qui met Luther au banc de l'Empire, le prince électeur protège Luther en le mettant à l'abri au château de la Wartburg. Et pendant toute la vie de Martin Luther, Luther sera protégé par les princes électeurs de Saxe qui tiennent à défendre leur théologien. Par ailleurs, ne pas oublier que l'Empire, c'est le territoire qui est au bord, à la frontière de l'Empire ottoman, en pleine expansion. En plein danger, même, on peut le dire. Qui représente en tout cas, l'Empire chrétien est en danger face à l'Empire ottoman. Oui, voilà. De l'expansion ottomane, et Charles Quint et son frère Ferdinand, qui s'occupent des affaires allemandes, car Charles Quint est plus souvent en Espagne ce moment-là que dans les terres allemandes, ils ont besoin, pour financer les campagnes militaires, de l'argent des princes territoriaux et de l'argent des villes d'empire. Et donc, aux différentes diètes qui vont suivre, à Nuremberg, 1526, 1529, eh bien, l'empereur va composer avec les princes territoriaux, va composer avec les villes, parce qu'il a besoin d'eux pour mener la guerre contre les Ottomans. Mais on a quand même réuni la diète de Worms, la première, là, pour condamner Luther initialement. Oui, mais le fait même de convoquer la diète est le signe que l'empereur ne veut pas prendre la décision. Il ne fait pas acte d'autorité. Voilà. Il est prêt à composer et il accède à la demande du prince électeur de Saxe qui dit « Si vous voulez condamner Luther, faites-le dans le cadre d'une diète ». Et donc, Charles Quint accepte cette condition et ça montre bien, si vous voulez, ce caractère très complexe
du Saint-Empire qui va protéger Martin Luther. Et il faudrait ajouter la complexité des relations entre le Saint-Empire et la papauté, justement. C'est-à-dire que l'empereur Charles et le pape, et les papes, devrais-je dire, ont des relations quand même un petit peu difficiles, parfois. Ça dépend des papes. Vous avez tout à fait raison, avec un double... Rappelez deux choses. D'abord que le Saint-Empire occupe dans la chrétienté une place particulière. Il est en quelque sorte le bras armé de la chrétienté. Et donc, il y a... Quand Luther va s'adresser à la noblesse chrétienne de la nation allemande, il y a une dimension, là encore, je dirais très historique, très eschatologique. La réforme de l'Empire, c'est aussi la réforme de toute la chrétienté. Eschatologique, c'est-à-dire tout ce qui relève de la fin des temps et du jugement dernier. Voilà, et de ce qui va arriver à la fin des temps. Et d'une fin des temps qui, pour les contemporains, est proche. La conviction que la fin des temps est proche et qu'il faut donc aller vite. Et la réforme est un moyen d'accélérer cette fin des temps. Ne pas oublier qu'à l'élection de Charles Quint, Léon X a joué la carte anti-Habsbourg. Il n'était pas favorable aux Habsbourg. Il a poussé François Ier, qui était le candidat contre Charles Quint, et il a également esquissé la carte possible de l'électeur de Saxe lui-même. Et cette temporisation, 1519, début de l'année 1520, va jouer en faveur de Martin Luther. Pas de mesure contre Luther avant la bulle que vous avez rappelée, Exsurge Domine, juin 1520, alors que les thèses sont de 1517, que les grands écrits sont de 1518-1519, mais on est à Rome dans l'attente, on essaye de régler l'affaire localement parce qu'on ne veut pas se mettre mal avec les lecteurs de Saxe. Et l'on a oublié peut-être ou pas pris la mesure à Rome de l'importance de l'imprimerie qui va servir de démultiplicateur extraordinaire à la pensée de Luther. Tout à fait, tout à fait. Et là, je crois que le monde germanique est un monde tout à fait spécifique. Il est bien sûr le lieu de l'invention de l'imprimerie Gutenberg, Mayence, mais il est aussi, au début du XVIe siècle, sans doute le territoire en Europe le plus maillé de villes imprimantes. Et ce maillage va jouer en faveur de Martin Luther. Prenons le cas des thèses. Elles sont imprimées à Wittenberg à la fin les fameuses octobre, 95 thèses qui sont affichées sur l'église. Fin octobre 1517 à Wittenberg, 15 jours plus tard, Leipzig, un mois plus tard à Nuremberg et décembre 1517 à Bâle. Ça va très vite. Donc ça va très vite et ça crée de nouveaux espaces. Et ça s'adresse à de nouveaux publics. Et ça touche quand même un public capable de lire, donc un public plutôt relevé. Ce n'est pas une révolte qui s'effectue par le bas de la population. Et je crois que c'est plus complexe, justement. Alors justement. Parce que ce qui va aussi caractériser l'Allemagne, c'est la transformation de l'imprimé. À côté des ouvrages in octavo, lourds, écrits en latin, reliés, comme les thèses, qu'on va relier, on va avoir ce qu'on appelle les Flugschriften, les libelles, des petites pièces qui ne font qu'une page, que l'on plie en comme 4 des petites gazettes, ou en 8, une petite gazette très facile à imprimer, pas cher en coût de papier, pas cher pour l'atelier de l'imprimerie, et qui vont permettre une diffusion des idées en allemand dans des textes brefs, avec une typographie accessible même à ceux qui ont du mal un petit peu à lire, et qui est susceptible de lecture oralisée. C'est-à-dire que vous avez un lecteur et vous avez 10 personnes autour de lui qui profitent de la lecture. Quand même, en vous écoutant, je me dis qu'il a fallu la coordination, la conjonction d'un très grand nombre de facteurs pour permettre à Luther d'exprimer ses idées et surtout de les faire connaître et de les répandre. Il fallait que ça tombe exactement à ce moment-là. Il y a eu là une espèce de conjonction de circonstances. Tout à fait. On a à la fois un environnement extrêmement favorable et en même temps quelqu'un qui sait tout de suite rebondir et tirer parti de cette... Luther aurait pu rester un professeur d'université, tranquille à Wittenberg. Et dès que les thèses sont publiées, dès que à Bâle, en 1518, le grand imprimeur Froben, qui est l'imprimeur d'Erasme, publie une anthologie de Luther. Donc le signe que déjà en 1518, c'est un best-seller, c'est quelqu'un qui fait vendre. Eh bien, Luther a parfaitement compris qu'il fallait qu'il joue
de cette carte. Il est capable d'écrire en latin des gros volumes, mais il est capable aussi d'écrire de petits textes pugnaces qui vont tout de suite avoir un impact. Et puis, il traduit la Bible, ce qui est très important. Nous n'avons pas suffisamment, à mon avis, encore souligné cette dimension-là. Nous y venons dans un instant. Au cœur de l'histoire cet après-midi de Martin Luther avec votre invité Franck Ferrand, vous recevez le professeur Schex. Il est professeur émérite à l'université de Tours et ancien directeur du Centre de la Renaissance. Il est en train de finir d'écrire une biographie sur Luther justement qui paraîtra début 2018 et on vous en parlera bien sûr ici dans Au cœur de l'histoire. Vous êtes à quel niveau? Vous êtes en train de relire les épreuves ou Dans les tout dernières lignes. Ah oui, alors on vous dérange dans votre travail. Non, J'en du suis tout, navré. au contraire, c'est un bon exercice. Voilà, c'est un exercice de synthèse pour la 4e de couverture, Voilà. en quelque sorte. Alors, justement, du point de vue biographique, et nous ne nous étendrons pas aujourd'hui, nous n'avons pas le temps, mais j'ai dit en 2 mots d'où venait Luther, donc d'un milieu tout à fait modeste. Comment s'est faite sa conversion, si je puis dire? Comment est-il entré, comment est-il devenu moine? C'est une vraie révélation? Vous avez dit, je crois, l'essentiel, à la fois le souci d'ascension sociale de la famille, et pour le père, c'est bien sûr plutôt une carrière de juriste, mais donc on le pousse dans les études, et puis il y a évidemment Stottenheim, et cette volonté de faire son salut, faire son salut, c'est rentrer dans la vie religieuse, pas dans n'importe quel ordre. Il rentre chez les frères Augustins, c'est-à-dire un ordre mendiant, mais en même temps un ordre assez libre, disons les choses, par rapport à bien d'autres. Libre, et qui va lui permettre de faire des études, on dirait aujourd'hui supérieures. Il va tout de suite aller à l'université d'Erfurt. Tout de suite, il est repéré par Staupitz, qui est le provincial des Augustins, et ce Staupitz, Johann Staupitz, va le propulser dans la carrière universitaire. Il est constamment entouré, soutenu, ce Luther. Il n'est pas seul, très Luther. Important. Il n'est pas seul. Oui. Nous allons parler de la Bible. Il est un fer de lance, mais il n'est pas seul. C'est un homme, c'est un leader charismatique, on dirait aujourd'hui. Quelqu'un qui s'impose aux autres, mais quelqu'un qui travaille en équipe. Et la traduction de la Bible est un travail d'équipe. Alors justement, ça c'est fondamental parce que au moment même où Luther affiche ses 95 thèses, donc en même temps, on voit un peu partout en Europe des intellectuels, si j'ose cet affreux anachronisme, des lettrés en tout cas, revenir au texte biblique, s'intéresser à la traduction de la Bible. Il ne faut pas oublier qu'on est à l'époque humaniste, on commence à étudier les langues anciennes, etc., et de façon très approfondie. Et donc il y a un retour au texte même de la Bible, au-delà de tous les commentaires et de tous les commentaires qu'on a pu faire du texte sacré depuis si longtemps. Tout à fait. On évoquait le personnage d'Érasme. Voilà. Évidemment, Érasme publie en 1516 une édition annotée du Nouveau Testament, et la traduction que Luther proposera en 1522, elle va être publiée en 1522, il y travaille pendant qu'il est à la Wartburg, il occupe ses loisirs à traduire le Nouveau Testament, et il le fait à partir d'une édition d'Érasme. Et je dirais ce qui est caractéristique de Luther, c'est sa volonté de rendre le texte accessible au plus large public et de le rendre dans la langue de ce public, donc en langue allemande. Alors qu'Érasme a une approche plus humaniste. Ce qui intéresse Érasme, c'est de revenir au texte, de publier le texte grec, de voir les différentes éditions. Lui aussi, il pense que tout le monde doit le lire, mais il ne fait pas ce pas supplémentaire de traduire dans la langue vernaculaire. Luther va le faire. Et oui, ça c'est quand même, c'est mettre le texte saint à la portée de tous par définition. Et ça, l'Église catholique ne veut pas en entendre parler a priori. Tout à fait. C'est le problème, au fond, des autorités. C'est-à-dire, oui. Qu'est-ce qui a autorité? Luther va dire, la seule autorité que je reconnaisse, c'est l'Écriture. Et l'Écriture, il faut donc qu'elle soit rendue accessible. Et qu'elle soit... Cette écriture, cette autorité-là, cette autorité, si je puis dire, impersonnelle, c'est une autorité qui va contre celle des prélats, des évêques, etc. Donc c'est en même temps forcément retiré du pouvoir à l'Église. Tout à fait. C'est dire que l'accès direct au texte est la chose la plus essentielle. On se passe des intermédiaires, d'une certaine manière. Tout à fait. C'est un retour aux origines, c'est ça l'idée. Alors,
pour être très franc, Luther sera sensible à cet aspect parce que, au fond, c'est quand même un homme du juste milieu. Il se rend bien compte qu'il faut rendre le texte accessible et accessible à tous. Et en même temps, bien sûr, ce texte, il faut le comprendre. Et c'est le rôle des théologiens, c'est le rôle des prédicateurs. Il n'est pas favorable à ce que d'autres appellent l'inspiration, la conviction qu'on pourrait immédiatement accéder au texte. C'est que, au-delà de Luther, bientôt l'Église réformée, alors je ne sais pas comment on peut dire, le protestantisme en général, va trouver d'autres voies, d'autres leaders d'une certaine manière. On pense évidemment à Calvin, il n'est pas le seul. Comment Luther est-il considéré dans cette généalogie des fondateurs de la Réforme ? Alors vous avez raison de rappeler que la Réformation, c'est un mouvement en progrès, en mouvement. À la fois en progrès et divers selon les lieux. C'est ça. Chaque ville a son théologien, son prédicateur. Pensons à Zurich avec Zwingli, par exemple. Et il y a des colorations propres à chacun. On a évoqué Strasbourg, ce serait un merveilleux exemple de continuer la diversité avec Strasbourg. Mais Luther va apparaître, au fond, toujours comme une sorte encore une fois, comme un leader charismatique qui fait l'unité, on en reconnaît l'autorité, même si on se différencie de lui sur certains points d'interprétation. Merci beaucoup Gérald Scheck. J'avais encore beaucoup de questions à vous poser. C'est une question immense. C'est un 5e centenaire qui justifiera d'autres émissions, incontestablement. En attendant la parution de votre propre biographie, on pourra se reporter à celle de Mathieu Arnold chez Fayard et puis aux œuvres même de Luther, dont le tome 2 vient de paraître dans la Pléiade. Je vous conseille également l'Histoire de la Réforme protestante de Bernard Cotteret, publié chez Perrin en l'an 2000. Nous sommes au cœur de l'histoire de Martin Luther cet après-midi jusqu'à 15h sur Europe 1 et il est temps d'aller sur les lieux où l'histoire s'est écrite, où elle s'est même affichée avec Martin Luther. C'est Clémentine Portier-Kaltenbach qui est votre guide et que vous retrouvez très souvent dans les pages de Femmes Actuelles Jeux comme chroniqueuse d'histoire. Dites-moi Anissa, mais oui. Qu'est-ce que vous avez fait de l'affaire en mobile ? Alors l'affaire en mobile justement elle est là parce qu'elle nous emmène à Wittenberg. On l'entend plus du tout. Si, on l'entend plus. Bon. Elle s'est reposée pendant 2 mois, elle est fatiguée l'affaire en mobile. C'est ça. Alors, je voulais juste, avant de passer la parole à Clémentine, qui s'est rendue comme en pèlerinage sur les différents lieux de vie de Luther, vous signalez que la Fédération protestante de France, sous la direction du professeur Patrick Cabanel, organise, là, les 22 et 23 septembre prochains, dans les salons de l'Hôtel de Ville à Paris, un colloque historique, un colloque qui est à la fois international et interreligieux, intitulé « Protestantisme au pluriel, convictions et engagements ». J'imagine que Clémentine sera bien assise au premier rang. J'y serai et j'y porterai la parole de Luther qui a eu cette belle phrase « Ma conscience est captive de la parole de Dieu ». La vôtre aussi peut-être ? Non, pas tant que ça. Alors c'est pour ça précisément d'ailleurs que j'aurais pu vous emmener à Eisleben où est né Luther, où il est baptisé, où il fait sa dernière prédication et on a d'ailleurs conservé le pupitre de cette dernière prédication et où il meurt à 63 ans, 2 mois, 10 jours et cela, je le sais, mesdames, messieurs, parce que c'est précisé sur sa pierre tombale à Wittenberg. Vous avez parlé, Frank, d'Eisenach, où il a été étudiant. Sûr, voilà. Je voudrais quand même préciser que c'est également à Eisenach que naît Jean-Sébastien Bach, quelques années plus tard, à quelques encablures de la maison où avait vécu Luther, comme quoi l'esprit souffle quand même dans des endroits bien particuliers. On a parlé aussi d'Erfurt, où il a été moine. De la Wartburg, naturellement, où il a traduit la Bible. Mais évidemment, Wittenberg est un endroit d'une importance majeure pour la réforme protestante, parce que Luther y a vécu 35 ans. Et alors Wittenberg, c'est une petite ville typiquement allemande avec ses rues pavées et ses maisons à pignons de toutes les couleurs. C'est vraiment une ville très pittoresque et charmante où le ton est donné d'emblée car lorsqu'on arrive dans la place principale, la place du marché, on est accueilli par une belle statue de Luther. Luther qui n'est d'ailleurs pas la seule vedette de Wittenberg car il y a aussi Mélenchon. Pour vous, Luther est une vedette. C'est une vedette absolue, c'est vraiment... Oui, le professeur Scheck n'a cessé de nous
nous parler du charisme de Luther. Bien sûr, c'est un homme extraordinaire. Quelle volonté s'opposer à l'Église, vous l'avez dit, Franck, dans une époque où on s'est puni de mort. C'était quand même certainement, oui, une vedette, en tout cas, de la prédication, sans aucun doute. Et donc, il y a aussi les frères Cranach, peintres, les fameux peintres. Notamment Lucas Cranach qui a peint. Et qui ont fait des portraits magnifiques de Luther et de sa femme Katharina von Bora. Alors, première étape, le cloître Augustin. Mélenchon également, dont on pourrait dire Bien un sûr, mot. Qui a été un Mélenchon, grand... son principal disciple, qui est enterré d'ailleurs comme Luther dans l'église de la Toussaint. Donc le cloître Augustin a été transformé en musée Luther en 1883. Luther l'a fréquenté lorsqu'il était un jeune moine, puis quand il s'est marié avec Katharina von Bora, dont il a eu 6 enfants, donc il lui fallait un petit peu de place. Et dans ce musée, qui est le plus grand musée de la Réforme protestante, sont exposés toutes sortes d'objets très émouvants, des manuscrits, une Bible en allemand, une copie du fauteuil de Luther, une aube brune qui est du XVIe siècle, qui est la copie exacte de la chasuble que portait Luther. En la voyant dans cette vitrine, mais moi j'avais l'impression de me trouver face à Luther. Alors évidemment, ça c'est extrêmement émouvant, vous le comprenez, j'en suis sûre. Et puis un recueil de chants, parce que vous l'avez dit, Luther aimait la musique. C'est lui qui a introduit les chorales à 1 ou 2 voix pour l'assemblée. Et ça devient le cœur de la liturgie protestante. Chez les protestants, on chante et on chante et on rechante, et du Bach et du Handel. Bien sûr. Et Bach utilisera les textes de Luther pour 38 de ses cantates, avec un tube absolu qui est Ein fester Buch ist unser Gott. C'est un rempart que notre Dieu. Ça, c'est le tube absolu. C'est l'hymne absolu des protestants luthériens réformés. Vous ne nous parlez pas de la fameuse porte de la fameuse église Bien où sûr. ont été affichés les 95 Bien sûr, c'est dans thèses, l'église de la Toussaint, qui est aussi appelée l'église du château de Wittenberg. Elle a été brûlée en 1760. Donc, on a refait les portes en 1858 en bronze. Ce sont des portes d'1 tonne sur lesquelles sont gravées les 95 thèses de Luther. Et au-dessus de cette porte, il y a un tableau représentant le Christ. D'un côté, Luther tenant la Bible en allemand, à droite, et de l'autre, j'imagine. Mélenchon tenant la confession d'Augsbourg. Et les deux sont enterrés dans cette même église. Mais voilà. Et il y a quand même une épitaphe. Quand vous dites les deux, c'est-à-dire Luther et Mélenchon. Et Luther, et il y a quand même une épitaphe de Frédéric III le Sage, parce que je crois que vous l'avez bien dit, c'est tellement vrai, c'est que ô combien Luther a une dette envers cet homme qui a été son protecteur, et le protecteur de ses idées, et le protecteur de l'homme. Et que serait devenu Luther, que seraient devenues ses thèses sans cette protection qui lui a été accordée par les lecteurs de Saxe? On peut se le demander. Eh bien écoutez, je suis ravi de vous voir en pleine forme. C'est la ferromobile, ça. Ah oui, ça ne vous a pas du tout... C'est le cantique de Luther, je crois. C'est ça. Redites-nous ce très beau... C'est un rempart que notre Dieu... Oui, mais en allemand. Ein fester Buch ist unser Gott. Si l'on nous fait injure, son bras puissant nous tiendra lieu, et des stocks et d'armure. Amen. À partir de là, c'était le prêche de Clémentine sur Europe 1. Et j'ai l'impression, chère Lorena, que vous allez vous aussi nous emmener quelque part en Allemagne. Vous nous présentez le Romantic Hotel auf der Wartburg. Exactement. Hier, nous étions dans un cadre verdoyant anglais. Aujourd'hui, dans un cadre verdoyant allemand. Puisque cet après-midi, en fait, je vous amène en plein cœur de la forêt de Thuringe, ce poumon vert, au cœur de l'Allemagne. Une forêt de pins, de sapins, de hêtres, des forêts de montagnes isolées, des marais, des prés, des ruisseaux. C'est absolument fabuleux et les randonneurs connaissent bien les centaines de kilomètres du Rennsteig, le plus ancien sentier de grande randonnée d'Allemagne. Et c'est à 2 pas de cette forêt, à Eisenach, donc en dessous même de la Wartburg, ce château fort de l'époque féodale qui surplombe la ville, dont Clémentine vient de parler, que se trouve un sublime hôtel, donc celui que vous venez de prononcer si bien, Franck. Je l'ai fait pour vous. Merci. Cet hôtel a été construit il y a plus de 100 ans, dans les années 1913-1914. C'est la grande époque, juste avant la Première Guerre, où on se met à construire partout des espèces de palaces historiques. Il y en a toute une collection comme ça en Europe. Exactement. Et celui-ci, c'était selon les plans de Bobo Ebhardt, en fait, un architecte et célèbre spécialiste des châteaux forts. C'est un peu le Viollet-le-Duc allemand. Oui, exactement. Et donc, il a utilisé en fait comme matériel de construction un conglomérat de roches rouges, marron, et il s'oriente en fait sur des maisons à colombages typiques de cette région de la Thuringe. Et l'hôtel possède une 30aine de chambres avec une vue imprenable sur cette magnifique forêt et le château de la Wartburg.
Et décidément, tous les jours, vous avez des lieux inouïs à nous présenter. Des jeunes, on y dîne aussi, j'imagine. Exactement, c'est le restaurant des Landgraves, en fait, dans un cadre vraiment rustique ou alors en terrasse au beau jour. La Landgrafenstube. Voilà, ça s'appelle la chambre du Landgrave. C'est le titre porté autrefois par certains princes souverains qui relevaient donc directement de l'empereur. Et c'est une chef cuisinière qui revisite les plats d'autrefois de la région, un peu des banquets historiques de la Wartburg qui sont réinterprétés de façon assez moderne par la chef. Elle utilise autant que possible des produits bio et de la région. Eh bien, écoutez, ça donne très envie de s'y rendre. J'ai remarqué que vous ne faisiez pas du tout allusion à Martin Luther. Vous avez laissé ça à Clémentine. En fait. Oui, Une bière, Martin Luther. Voilà. C'est vrai. Bon, merci beaucoup à toutes les deux. On vous retrouve demain, bien entendu, pour de nouvelles adresses, de nouveaux lieux extraordinaires. Et je vous retrouve, vous, Anissa, avec, j'allais dire, aux prises avec tous vos messages. Hein. Il y a vraiment beaucoup de monde sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, plus que d'habitude, et moins que demain, j'en suis sûre. Demain, l'émission sera consacrée à l'écrivain américain, auteur, entre autres, du Vieil homme et la mer. Nous serons au cœur de l'histoire d'Ernest Hemingway. Ernest Hemingway, nous reparlerons notamment de la guerre civile espagnole. Merci.